Moi, je suis un peu des influenceurs et des influenceuses sur Instagram, mais je trouve qu'ils montrent pas toutes les équipes qui les Les accompagnent. coulisses, ouais, ouais. Et je trouve que ça serait super intéressant, tu vois, qu'on se rende compte qu'une Caroline Receveur, en fait, elle le montre d'ailleurs un peu, notamment par ses boîtes, mais est-ce que réellement, sur ses social media, il y a quelqu'un qui la suit tout le temps? Combien d'emplois ça crée? Ma motivation la plus forte dans ma vie, c'est que les gens, ils osent réaliser leurs rêves. Je veux déclencher une révolution en remettant la méritocratie au cœur de notre société. Donc, si tu as envie de faire changer les choses, je pense que ça doit passer par l'entrepreneuriat. Quoi que tu dises, quelle que soit la phrase que tu dis, il y a un mec qui n'est pas d'accord. Yo, c'est Jules pour Le Crayon Business. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview. Je suis ravi d'être avec Agathe Vautier. Bonjour Agathe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Agathe, tu es la cofondatrice et la directrice du Galion. C'est une communauté d'entrepreneurs et un think tank. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le projet du Galion ? Avec plaisir, merci de me recevoir. Tu l'as bien décrit, en fait, le Galion Project, c'est vraiment un collectif d'entrepreneurs. L'idée, c'est d'avoir un réseau de partage entre pairs, puisqu'on sait très bien que l'entrepreneuriat, on est assez seul, en fait, quand on monte son entreprise. Et notre volonté, c'est de réunir des entrepreneurs, en fait, qui sont en phase d'hypercroissance. Et donc, du coup, le Galion, c'est vraiment un réseau dans lequel ils peuvent partager, échanger à différents stades de leur projet. On est très concentré sur les entrepreneurs de la French Tech, puisque pour rentrer au Galion, il faut avoir levé 3 millions d'euros. Et accolé à ça, on a créé un think tank qui a vocation d'aider les entrepreneurs en fait, à différents stades et sur différents sujets. Et l'idée, c'est que ce sont des articles qui sont créés par les entrepreneurs du Galion pour tout l'écosystème. Donc, par exemple, là aujourd'hui, on vient de sortir le salaire des fondateurs, donc ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est d'aider les entrepreneurs à savoir comment ils doivent être rémunérés quand ils font une levée de fonds de 3 millions, puis de 10, puis de 100, et d'essayer de donner des références de marché. Et en fait, dans l'année, on sort régulièrement des articles et des outils. Et voilà, en gros, aujourd'hui, ce qu'est le Galion. Le Galion est connu pour les contenus qu'il crée. Il y a ce document aussi sur la term sheet qui avait beaucoup été partagé. Donc, la term sheet qui est un document qui scelle la relation entre un investisseur et l'entreprise dans laquelle il investit. Un document sur les valeurs aussi d'une entreprise. Celui-là, il m'intéresse pas mal. Comment est-ce que vous pouvez partager une expertise d'entrepreneurs qui ont pas mal de background derrière eux à de plus jeunes entrepreneurs sur la création, la diffusion de valeur dans leur boîte? En fait, ce qui est intéressant, c'est à un moment d'avoir des entrepreneurs en fait, qui démarrent et qui ont des problématiques et de se rendre compte que en fait, quand ta boîte grandit, il y a un moment où tu arrives à une dizaine, une vingtaine, puis une soixantaine, une centaine. C'est ce que vivent les entrepreneurs de la French Tech, une centaine de salariés. Et en fait, on réalise que la valeur et la culture de la boîte, elle est assez naturelle quand on est peu. Enfin, j'imagine que vous le vivez, vous, chez vous, quand tu es avec tes cofondateurs, 4, 5, puis tes premiers salariés, tu n'as pas tellement besoin d'écrire les valeurs. Sauf que quand tu grandis et que tu dois recruter et que finalement, tu t'occupes plus toi-même des recrutements, tu as besoin, à un moment donné, de pouvoir donner des guidance sur ta culture et tes valeurs et ce que tu as envie, à quoi tu as envie que ta boîte ressemble. Et donc, c'est un peu pour ça qu'on a créé cet outil-là, parce qu'il y a déjà des entrepreneurs qui étaient passés dans cette phase-là et qui ont échangé avec des entrepreneurs qui étaient en train de la vivre. Et donc, les conseils qu'on donne, en fait, c'est vraiment, ça doit être les valeurs, ça doit être une construction qui est collective. Ça ne sert pas à grand-chose de le faire au tout début, même si on voit que maintenant, il y a des startups qui le font de manière très, très jeune dans l'entreprise. Nous, on conseille d'être au moins une quarantaine, soixantaine de salariés et de le faire tous ensemble. Alors, souvent, ce qu'on voit, notamment Frédéric Mazella chez Blablacar, qui est une startup qui est bien connue, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, quand ils étaient 60, il a réuni tout le monde lors d'un séminaire. Il me semble que c'était au ski, ça se fait pas mal dans les startups, sympa. Il a mis tout le monde dans une pièce et puis il a posé des questions, genre pour vous, à quoi ressemble Blablacar, avec quel type de collaborateurs vous avez envie de travailler, qu'est-ce qu'on a envie de véhiculer à l'extérieur. Et puis ensuite, après, il y a un certain nombre
de sets de valeurs qui en sont ressortis. Il y a un travail après à faire de vulgarisation, éplucher un petit peu ce que tout le monde ressent. Et puis après, c'est au CEO et aux fondateurs de se mettre ensemble et de dire, OK, nos collaborateurs pensent ça, nous, on a envie d'amener la boîte là. Tu fais un petit shake et puis après, il y a des valeurs assez claires qui en ressortent. Donc voilà, je vous invite quand vous avez une boîte, qu'elle soit une vingtaine, trentaine de salariés, à commencer à réfléchir à ces sujets-là. Ouais, ça permet effectivement de gagner ce temps-là et puis d'être, je pense, bien raccord tous entre les différentes parties de la boîte. Parce que quand on est un peu à droite et à gauche tout le temps, c'est important de se mettre d'accord sur le ciment et les fondations de la culture de la boîte, quoi. Pour revenir au Galion, c'est un club qui est sélectif, puisqu'il faut avoir levé 3 millions d'euros pour y entrer. Ça a d'ailleurs cru. C'était 1 million d'euros jusqu'il y a quelques années. Ouais. J'imagine que c'est dû au fait qu'il y a de plus en plus d'argent qui est investi dans les startups et il faut rehausser un petit peu la barre pour être sûr d'avoir un niveau qui soit maintenu. La levée de fonds, effectivement, comme je le dis, c'est quelque chose qui s'est beaucoup généralisé. Les investisseurs se sont multipliés. Il y a de plus en plus de boîtes qui lèvent et des montants de plus en plus élevés. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un tout petit peu aussi galvaudé ? J'ai pas mal de copains, y compris à XHEC, entrepreneurs, qui a un master assez poussé sur ce sujet, qui préfèrent bootstrap, comme on dit, c'est-à-dire même ne pas lever de fonds, construire leur entreprise avec cette image un petit peu du garage de la Silicon Valley qui est un peu éculée. Mais est-ce que la levée de fonds, c'est encore un critère pertinent pour toi pour sélectionner des entrepreneurs qui ont réussi, qui ont ce que vous recherchez ? En fait, moi, je n'oppose pas l'un et l'autre. Et au sein du Galion, on a décidé de choisir de réunir des entrepreneurs qui ont levé des fonds parce que c'est un état d'esprit qui est différent quand tu bootstrap, comme tu dis, quand tu ne lèves pas de fonds et que ta boîte croît de manière de manière différente, on va dire. Plus lente, ça peut être plus lent. Plus lent ou pas, parce que c'est vrai que t'as toujours des contre-exemples. Mais en fait, quand tu lèves des fonds, c'est parce qu'en fait, tu en as besoin. Et donc, normalement, tu lèves des fonds parce que tu es sur une innovation, une disruption d'un marché, et qu'en fait, tu es en train de creuser et de chercher, de faire de la recherche et développement. Et en fait, ces fonds-là, pour vivre, tu en as besoin. Donc, c'est très différent d'une entreprise qui va... finalement tout de suite trouver son marché et puis se développer de manière organique et avoir la trésorerie nécessaire pour se développer. Donc déjà, le financement en levée de fonds, il est là pour aller soutenir une innovation ou alors, dans d'autres cas, pour aller ouvrir un nouveau marché, pour se développer plus vite que la concurrence. Enfin, si tu veux, moi, je suis vraiment... ça me dérange d'opposer le fait de lever des fonds et de bootstrapper, parce que pour moi, ce sont des moyens de financer une entreprise. C'est aussi une vision et des manières différentes. Donc, en fait, tout peut exister et il faut qu'on continue à lever des fonds. D'ailleurs, en fait, il y a de plus en plus de fonds levés, il y a de plus en plus d'investisseurs qui ont envie de soutenir des entrepreneurs qui prennent des risques, qui innovent, qui ont envie d'aller vite. Et je pense que juste, on ne doit pas opposer les deux. Au Galion, on a choisi de s'adresser à cette population-là parce que c'était des métiers qui étaient assez nouveaux. Il y avait beaucoup de littérature et de contenu qui venait des pays anglo-saxons parce que les États-Unis et le UK notamment ont une avance sur nous dessus. Et nous, il nous tenait à cœur aussi d'avoir un peu une littérature francophone, française sur le sujet. Donc voilà, nous, le Galion, on a décidé de s'adresser à cette population-là parce que, comme tu l'as dit, ils ont des investisseurs, ils ont une term sheet, ils ont une forme de pression sur la croissance et on a eu envie de les aider. Moi, j'ai cofondé le Galion avec Jean-Baptiste Rudel qui a fait de Criteo, donc son entreprise, une réussite et il s'est financé comme ça, donc on a eu envie de faire ça. Mais il y a d'autres clubs qui sont adressés pour tout type d'entrepreneurs, pour des TPE, des PME, pour des bootstraps, enfin... Il y a plein de manières de le faire, donc je pense qu'il faut surtout pas les opposer. Toute manière d'entreprendre est bien, et puis... Mais c'est vrai que la création de contenu que vous faites, donc le document sur l'IPO, là, qui est un peu récent, ou sur la term sheet, sont dédiés à des entrepreneurs qui plutôt ont cette culture de la levée de fonds et de l'hypercroissance. Et donc c'est tout à fait louable, effectivement, de s'adresser à eux et de leur produire quelque chose qui leur soit particulier. L'économie de l'entrepreneuriat en France, elle évolue aussi vers ce qu'on qualifie de creator economy, avec de plus en plus
grâce à Internet, de possibilités et de réseaux sociaux surtout, de créer son propre contenu, d'être d'une certaine manière, d'interagir avec une communauté et de construire une entreprise autour de cette communauté, et pas nécessairement que du merchandising comme ça a pu être le cas dans les premières années des communautés, mais de la formation, aujourd'hui avec le Web3, des NFT, etc. Est-ce que c'est aussi des types d'entrepreneuriat vers lesquels vous pourriez vous ouvrir, chercher à vous diversifier je sais pas, à quelqu'un qui serait créateur de contenu très suivi sur les réseaux sociaux, qui aurait des entreprises avec lesquelles il ne lèverait pas de fonds, mais qui serait aussi très innovant et qui aurait cette volonté de croître, mais peut-être sur des indicateurs un petit peu différents? C'est forcément... moi, je trouve que c'est passionnant ce qui se passe en ce moment et depuis quelques années déjà. Aujourd'hui, en fait, pour être honnête, moi, je connais pas très bien comment ça fonctionne une entreprise tu vois, qui est créée par un influenceur. Donc, je pense que chez vous, je devrais trouver pas mal de contenu sur le sujet. Exactement. Vous pouvez me faire une petite masterclass. Mais tu vois, aujourd'hui, en fait, pas tellement. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir, tu vois, par exemple, un influenceur ou une influenceuse, quel type d'entreprise il est en train de construire, combien d'employés il a. Et je trouve que c'est des choses... Moi, je suis un peu des influenceurs et des influenceuses sur Instagram. Mais je trouve qu'ils ne montrent pas toutes les équipes qui les accompagnent. Les coulisses, ouais. Et je trouve que ça serait super intéressant, tu vois, qu'on se rende compte qu'une Caroline Receveur, en fait, elle le montre d'ailleurs un peu, notamment par ses boîtes, mais est-ce que réellement, sur ses social media, il y a quelqu'un qui la suit tout le temps? Combien d'emplois ça crée? Alors peut-être que, voilà, il y a plein de contenus là-dessus et je les lis pas, mais en tout cas, le fait que tu m'en parles, ça me donne envie d'aller creuser pour voir comment ils sont... organisés, combien ils payent leurs collaborateurs, est-ce que, comme dans les startups, tu vois, moi, ce que j'aime bien dans l'état d'esprit startup, levée de fonds, c'est qu'en fait, c'est des entrepreneurs qui sont prêts à ouvrir leur capital. Donc, en général, ils laissent de la place à des investisseurs qui vont leur permettre de stimuler leur croissance, leur apprendre beaucoup de choses, mais aussi à leurs collaborateurs, notamment avec le système de stock option, de BSPCE. Sur lequel vous avez aussi produit. Et moi, j'adore ça, tu vois, de fait de dire que, en fait, il n'y a pas que le dirigeant de l'entreprise, on redistribue à tous les salariés. On sait que dans la Silicon Valley, il y a plein de collaborateurs et d'employés qui sont devenus millionnaires grâce à des super success stories dans la tech. Et j'aimerais bien savoir si justement les influenceurs aussi, ils donnent une partie de leur entreprise à leurs collaborateurs. Tu vois, c'est des sujets super intéressants. Non, mais t'as raison. Donc aujourd'hui, comme je sais pas si les influenceurs qui montent des boîtes, ils lèvent des fonds, mais peut-être que ça existe. Et donc, en tout cas, ils sont bienvenus au Galion s'ils lèvent des fonds parce que c'est super intéressant. Et je vais clairement creuser le sujet, mais bien évidemment, on va suivre tout ça de près, quoi. C'est sûr qu'il y a moins de contenu qui est produit et c'est un peu moins formalisé comme écosystème et on connaît un peu moins les coulisses. Mais tu sais que je me posais la question, genre moi j'ai 2000 followers sur Instagram. Est-ce que tu peux faire de la pub? En fait, j'ai une toute petite communauté. À mon avis, je suis assez influenceuse sur... je sais pas si on peut dire ça, mais influente, merci. Influente sur les entrepreneurs de la tech. Ouais, dans ta niche. Ouais, et donc je voyais une vidéo sur Combini, j'ai le droit de le citer? Vas-y. C'est Combini. Et en fait, et ils disaient... On aime bien Combini. et ils expliquaient que il y avait pas mal d'influenceurs qui se prenaient des amendes parce qu'ils disaient pas qu'ils faisaient des ads. Et je me demande, tu vois, si à partir de quand... Tu vois, t'es influenceur et moi je me dis attends, je sais pas moi, si on m'offre un truc dans mon entreprise et que je le mets sur mon Instagram, dans quelle mesure? Non mais tu vois, je me suis dit en fait, il y a un moment où on va arriver à ça parce Ce shampoing est offert par le Galion. Non mais tu vois, on va tous être un peu influenceurs si ça continue. Est-ce qu'on va devoir dire... C'est ce que je te disais justement sur les créateurs économiques. Non mais enfin bon, voilà, on digresse, mais je trouve que c'est passionnant et que c'est en train de se professionnaliser. Et je pense qu'il va y avoir des groupes et des choses on va un peu lever le voile sur les coulisses de plus en plus, quoi. Qu'est-ce que tu penses de Sorar, qui est une boîte qui a levé 680 millions de dollars récemment sur un truc qui est justement très innovant, les NFT dans le football, en utilisant justement toute cette la blockchain, etc. dans sa technologie, qui fait une levée après un an et demi d'existence qui est complètement délirante, qui est la plus grande de la French Tech réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire de l'écosystème? Ça veut dire que l'écosystème mature et qu'on est capable de faire confiance à des entrepreneurs visionnaires et de soutenir leur innovation. C'est ce que je te disais. Moi,
tu peux toujours te demander... En fait, il faut bien comprendre qu'on est sur un marché international. Donc, en fait, en face de nous, la French Tech, l'European Tech, parce que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le voir, en fait, il va falloir qu'on soit capable de, pas de rivaliser, mais bon, d'être sur le même marché que la Chine, les États-Unis, la Russie. Donc, tu serais pour qu'on ait des startups qui soient co-créées ou qui aient beaucoup plus d'interactions, par exemple avec Berlin et Londres, qui sont les grave, deux moi, pôles, c'est mon rêve. Ouais. C'est mon rêve de créer le Galion européen. Ok. C'est pas aujourd'hui mon focus, mais j'espère que dans un an, ça le sera. J'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. Enfin, non, c'est pas bien de dire chat à fouetter, mais enfin, en tout cas, j'ai d'autres sujets pour mon entreprise aujourd'hui, mais c'est mon rêve, ça l'est depuis la création du Galion. Ok. Je pense qu'on gagnerait vraiment à créer un écosystème d'entrepreneurs très fort au niveau de l'Europe. Et moi, je me réjouis qu'il y ait des investisseurs voilà, qui soient là pour backer Sorar. Ils sont en train d'innover, on est en train de prendre une place à l'échelle internationale. Mais il y a plein de boîtes comme ça, Vaudou aussi sur le jeu vidéo. Enfin, c'est incroyable ce qui se passe. Et je pense qu'il faut s'en réjouir. Alors après, t'en as... Haters gonna hate, et ils vont te dire mais c'est incroyable, les valos sont dingues, qu'est-ce qui se passe en France? Mais en fait, quand tu prends ta casquette internationale, enfin les valos, elles sont encore plus fortes aux US. Il se passe beaucoup de choses aussi en Chine. Enfin, il faut voir un peu plus haut que la... Enfin voilà, il faut voir grand, et moi je trouve ça vraiment génial. Ils sont en train de se lancer aux US, et du coup ils ont accès grâce à ça à des grands sportifs qui vont les aider. Ils vont pouvoir se développer sur plein de différents segments. Ils vont pouvoir attaquer la musique. Enfin, c'est génial, et c'est des Français. Et je trouve que ça nous va bien, parce que sur l'entertainment, au niveau français, on est assez reconnu. Donc, moi, je m'en réjouis. Top. Le Galion, ça vient d'où comme nom? Moi, ça me fait penser à un bateau corsaire. Ouais, un peu. C'est un peu le clin d'œil. En fait, le Galion, c'est là où tout a commencé. C'est sur c'est une baie à Saint-Martin, où on a été faire du kitesurf, un peu comme les Américains. On voulait parler de kitesurf et d'entrepreneuriat. Et en fait, c'est le tout premier événement qu'on a fait tous ensemble. Donc, et on a voulu faire un petit clin d'œil au côté les Frenchies à la conquête du monde. Donc, il y a un petit clin d'œil sur les deux. Ouais. C'est quoi le modèle alors du Galion, le modèle économique? Le modèle du Galion, aujourd'hui, il repose sur 3 piliers. Bah, en fait, globalement, c'est un membership. Donc, en fait, quand tu veux être membre du Galion, tu payes 2 000 € à l'année pour faire partie de la communauté. Et tu as accès à un certain nombre d'outils, tu as accès à un Telegram qui est WhatsApp, en fait, où les entrepreneurs peuvent se parler entre eux, et à un certain nombre d'événements. Et donc, en fait, il repose là-dessus. On fait aussi payer voilà, des formations, des événements en plus. Et on a un certain nombre de partenaires, parce qu'on organise un gros raout annuel avec tous nos entrepreneurs et l'écosystème. Et donc voilà, en fait, c'est membership, événementiel et partenariat. Et sinon, est-ce que tu as un petit bonus pour la fin, une nouveauté qui se passe en ce moment au Galion? Le petit bonus, c'est que maintenant, on a ouvert le Galion au C-level des entreprises, donc aux collaborateurs qui travaillent dans les startups. Donc, si vous êtes directeur des ventes, directeur marketing, contactez-nous, parce qu'on a maintenant créé des réseaux de partage entre pairs aussi pour les différentes typologies de métiers qui sont dans les startups. Mais pour ça, il faut que votre CEO soit au Galion. Pour aller vers la fin, les 2 dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que tu as un entrepreneur, une entrepreneuse qui t'est chère et que tu aimerais voir dans l'interview du Crayon Business? C'est une question compliquée, parce que moi, j'ai 350 entrepreneurs qui me sont chers. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant pour vous d'inviter Soraya Jaber, qui crée une super boîte dans la réalité virtuelle, et je suis sûre qu'elle vous intéressera beaucoup. Donc, Soraya, viens. Si je les écoute. Enfin, est-ce que tu as une punchline, une citation qui est quelque chose qui t'accompagne et que tu voudrais nous partager? Ouais, souvent je me rappelle que done is better than perfect. Quand je me pose des grosses questions, de me dire est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais faire ça, je me dis mais fais-le, et ça te fera avancer. Je préfère toujours faire et rectifier le tir, ce qui veut pas dire que je réfléchis pas quand je fais les choses, mais voilà, quand on a une boîte, en fait, il y a tellement de sujets. Il faut faire un peu la stratégie du petit pas et avancer. Donc je me dis souvent voilà, vas-y, fais-le, et ça va bien se passer, quoi. Merci Agathe. De rien, avec plaisir. À bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne, c'est important pour le référencement. Prenez 5 secondes pour ça, et on se retrouve dimanche prochain. Ciao.